Cette PPL entend intervenir ponctuellement sur deux mécanismes. La suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale, créée par la loi du 28 décembre 2019, et le retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales. Pour bien comprendre les enjeux de ces dispositions, il convient de garder à l'esprit que le retrait de l'autorité parentale prive un parent de l'ensemble de ses attributs, y compris les plus symboliques, comme le droit de consentir au mariage ou de consentir à l'adoption de son enfant. C'est donc la titularité même qui est mise en cause. Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale revient quant à lui à confier exclusivement à l'autre parent le soin de veiller sur l'enfant et de prendre des décisions nécessaires pour sa santé, son éducation, etc. Pour autant, l'autre parent conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant via les droits de visite et d'hébergement qui lui sont accordés, sauf motif grave, appréciés par le JAF. Il conserve aussi un droit de surveillance qui oblige l'autre parent à le tenir informé de tous les choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Ceci étant rappelé, venons-en à la PPL dont nous sommes saisis. L'article 1er propose tout d'abord d'étendre la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement au cas de poursuite ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commise sur l'enfant. La Commission a été favorable à cette extension qui permet de prendre en compte la situation de l'enfant et non pas seulement celle de l'autre parent, se conformant ainsi aux souhaits de la Ciivise. L'article 1er propose également de revoir les conditions de durée. Au lieu d'une durée maximale de 6 mois et d'une obligation pour le procureur de la République de saisir le JAF dans les 8 jours, la suspension courrait jusqu'à la décision de non-lieu, la décision de la juridiction de jugement ou jusqu'à la décision du JAF s'il est saisi par le parent poursuivi. Sur cette question, la Commission a choisi de s'en tenir à la position qu'elle avait adoptée en 2020 lorsqu'elle avait été saisie d'amendements similaires, c'est-à-dire d'accepter une suspension de plein droit, mais uniquement pour 6 mois, et d'exiger une intervention du juge pour la suite. Il nous semble en effet disproportionné, au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale, de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale qui peut durer plusieurs années et sans intervention obligatoire d'un juge, seul même à apprécier l'intérêt de l'enfant. Enfin, les députés ont créé un régime de suspension distinct en cas de condamnation pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur l'autre parent. Le texte propose dans ce cas une suspension provisoire de l'autorité parentale, mais uniquement si l'enfant a assisté aux faits. La suspension vaudrait jusqu'à la décision du JAF, qui devrait être saisie par l'un des parents dans les 6 mois à compter de la décision pénale. À défaut, le parent retrouverait l'exercice de l'autorité parentale. Ce dispositif ne nous a pas semblé cohérent à cause de la condition liée à la présence de l'enfant. Or, un enfant, même non présent au moment des violences, peut tout autant ressentir la souffrance et l'insécurité, et à cause de l'exclusion des violences volontaires sur l'enfant lui-même. Enfin, il nous a semblé manquer d'intérêt pratique puisque les juridictions doivent d'ores et déjà se prononcer sur l'autorité parentale en cas de condamnation pour cette infraction. Je relève que les magistrats sont de plus en plus sensibilisés sur l'importance des mesures relatives à l'autorité parentale et que le nombre de mesures prononcées augmente, ce dont on ne peut que se réjouir. L'article 2 de la PPL prévoit ensuite de rendre plus automatique, sans toutefois l'imposer au juge pénal, le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commise sur l'enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent. Cette disposition a le mérite d'inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait total d'autorité parentale en cas d'infraction grave contre l'enfant ou l'autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l'intérêt de l'enfant, à charge pour eux de la motiver spécialement. La Commission des lois en a revu la rédaction afin de rendre le dispositif plus intelligible et donc d'en favoriser son application par les juridictions pénales. Elle a posé le principe du retrait total de l'autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commise sur l'enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent et l'obligation des juridictions à se prononcer dans tous les cas de condamnation d'un parent pour crime ou délit commis sur son enfant ou pour crime commis sur l'autre parent. Nous aurons tout à l'heure un débat sur cette rédaction. Celle que nous avons choisie a le mérite de la vérité, puisqu'elle expose clairement que le juge conserve malgré tout, sous réserve d'une motivation spéciale, la possibilité de ne pas prononcer le retrait total d'autorité parentale. Les formules du type « prononce le retrait » ou « ordonne le retrait » nous semblent de ce point de vue plus relevées de l'affichage.
Un article 2 bis de la PPL vise ensuite à ajouter un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant par un parent qui est seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. La Commission y a apporté un simple ajustement rédactionnel. La Commission a adopté un article additionnel 2 ter pour instituer un répit pour l'enfant en cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Il prévoit qu'aucune demande au JAF ne puisse être présentée par le parent moins de 6 mois après le jugement. Une disposition similaire existe en cas de retrait de l'autorité parentale et il nous a semblé opportun de le prévoir aussi en matière d'exercice. J'en arrive à l'article 3 qui vise à procéder à diverses modifications dans le Code pénal à des fins de coordination avec l'article 2. Cet article nous a semblé l'occasion de mettre fin au décalage qui existe entre le Code civil et le Code pénal en matière de retrait de l'autorité parentale. La rédaction proposée introduirait une disposition générale dans le Code pénal applicable à chaque fois qu'il y a condamnation d'un parent pour crime ou délit sur la personne de son enfant ou l'autre parent. Je tiens à saluer notre collègue Isabelle Santiago, députée, et remercier Marie Mercier pour le travail qu'elle a fait sur cette PPL, notre rapporteure. Hannah Arendt écrivait « Le développement de l'enfant, c'est la continuité du monde ». L'enjeu de cette proposition de loi est de faire en sorte que les enfants ne soient pas tributaires d'un passé douloureux, marqué par la violence, entraînant des traumas lourds. Les études, les statistiques sont glaçantes et sans équivoque. 60% des enfants témoins de violences développent un stress post-traumatique. 50% des victimes de viol dans l'enfance ont fait une tentative de suicide. Psychiatres et pédopsychiatres sont nombreux, tels Muriel Salmona et Luis Alvarez, à considérer que les enfants qui se trouvent au cœur des violences conjugales sont des enfants qui développent des syndromes de stress post-traumatique tout à fait similaires aux victimes de guerre. Grâce aux mobilisations des mouvements, des associations féministes, les violences faites aux femmes, les féminicides ne sont plus considérés comme des drames passionnels, mais comme la résultante du système patriarcal qui gangrène nos sociétés. Permettez-moi de dénoncer à nouveau ici la culture du viol, de l'inceste, véhiculée notamment par l'industrie pornographique, comme nous l'avons analysé dans le rapport que nous avons présenté au nom de la délégation aux droits des femmes et la PPR adoptée à l'unanimité au début du mois. Malheureusement, les enfants restent encore trop souvent des victimes collatérales, des objets de chantage de la part de conjoints violents. Et malgré les avancées législatives de 2019 et 2020, les enfants ne sont toujours pas assez pris en considération. Mes chers collègues, non seulement nous devons protéger les enfants témoins de violences commises sur la personne de l'autre parent, en majorité la mère, mais également faire en sorte que plus aucun enfant ne meure des suites de maltraitance. Aujourd'hui, un enfant meurt tous les 5 jours de maltraitance et 1 an après l'adoption de la loi Taquet, nous pensons toujours que les moyens accordés à la protection de l'enfance ne sont pas suffisants. Il est plus que temps d'agir et nous saluons cette proposition de loi qui s'inspire des recommandations de la Civise, qui va dans le bon sens, et nous tenterons de la renforcer par nos amendements, notamment à l'article 1er, en suspendant l'autorité parentale et pas seulement l'exercice de l'autorité parentale. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré qu'un conjoint violent ne pouvait être un bon père, et je me réjouis que cette analyse soit de plus en plus partagée. La vulnérabilité que présentent les enfants nous commande une protection stricte, sans concession. Nous regrettons par ailleurs que la présente proposition de loi n'englobe pas tous les cas de violence à l'encontre de l'enfant qui, quelle que soit leur forme, sont à dénoncer. Ayons en tête que la Convention internationale des droits de l'enfant nous oblige à protéger les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Mettons-nous réellement au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce, d'autant qu'on le sait bien souvent, les enfants victimes de violences reproduisent ces violences à l'âge adulte. Avant de conclure, je souhaiterais, Monsieur le garde des Sceaux, vous interpeller, car l'un de nos amendements a été déclaré irrecevable. Il nous semble essentiel de faire évoluer l'article 227-5 du Code pénal sur le délit de non-représentation d'enfants. Il n'est plus possible que lorsqu'un parent, et en l'occurrence bien souvent une mère, craignant un danger tangible pour l'enfant, maltraitance, attouchement, violence, inceste, tombe sous le coup de ce délit. Il est impératif, dans l'intérêt de l'enfant, d'appliquer le principe de précaution. De même,
Il est grand temps d'en finir avec le soi-disant syndrome d'aliénation parentale, utilisé trop souvent lors de conflits et de violences conjugales. Et je tiens ici à le dénoncer et à le faire partager par l'ensemble de mes collègues. Cette PPL est un pas supplémentaire pour une meilleure protection des enfants en cas de violence. Nous la voterons en espérant qu'elle puisse encore être améliorée par nos amendements. Je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est à présent le tour de la présidente Annick Billon, qui a 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la députée, auteure de cette proposition de loi. Enfin, l'immuable lien entre parents et enfants peut être considéré comme délétère lorsque le parent est violent. Que d'années perdues, que de vies abîmées pour n'avoir pas su dissocier le père du mari, la femme de la mère, avoir nié l'évidence qu'un mari violent, car c'est souvent un mari, est un homme violent, un père violent. Non, un enfant ne peut pas se construire de façon équilibrée dans un climat de violence. Même si cette violence n'est exercée que sur la mère, cela constitue une violence pour l'enfant, une violence psychologique. L'enfant est pris dans un étau entre son père et sa mère, impuissant pour sa propre sécurité face à un conflit qui, pour reprendre les termes du juge Édouard Durand, s'apparente à une scène de guerre ou à un attentat. Pire même, car dans une guerre ou un attentat, l'enfant peut se réfugier dans les bras d'un de ses parents. L'enfant n'a d'autre choix que de se taire, d'assister impuissant au délitement des piliers de son existence. Cette violence psychologique aura indéniablement des conséquences graves sur son développement, sur l'enfant qu'il est et sur l'adulte qu'il deviendra. Protéger l'enfant, c'est donc l'éloigner de cette violence, quitte à suspendre l'autorité parentale qui, rappelons-le, vise à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale est une responsabilité vis-à-vis de l'enfant, un devoir. Un parent violent n'est pas un bon parent. De nombreuses études montrent qu'un père violent se sert des enfants pour nuire à la mère, car c'est souvent la mère la victime, comme une monnaie d'échange, y compris après la séparation. L'autorité parentale que peut exercer le parent violent condamné soumet l'enfant à une pression insidieuse, perverse, qui ne permet pas à l'enfant de se reconstruire, qui confronte la mère à un danger permanent. Aujourd'hui, le bourreau dicte encore sa loi. Et que dire de la violence directe, de l'inceste ? À ce titre, je tiens à saluer tout particulièrement le travail et l'engagement de longue date sur ce sujet de notre rapporteure Marie Mercier. La commission des lois a fait le choix de permettre la suspension en urgence avant tout jugement de l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant, crime, viol, agression sexuelle. Je comprends cette position équilibrée qui entend concilier présomption d'innocence et protection de l'enfant. Je souhaite que nous puissions aller plus loin. Plus que l'exercice de l'autorité, c'est bien l'autorité parentale en tant que telle qu'il faut suspendre. Car le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale reste néanmoins titulaire de cette autorité. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits graves conserve certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale, comme le droit de surveillance de l'enfant. Il est important de corriger cette situation. Nous devons être plus ambitieux. Pourquoi ne pas élargir l'article 1er aux atteintes sexuelles incestueuses ? Nous aurons l'occasion d'en rediscuter, Madame la rapporteure. Je me félicite également du choix de la Commission d'édicter en principe de la suspension du droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales. C'est là aussi une mesure de cohérence qui aura pour effet d'acculturer les juges et les inciter à porter un nouveau regard sur ces dossiers complexes.
En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et auteure de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, devenue une loi enrichie par le Parlement et vos travaux, Madame la rapporteure, je me félicite des avancées proposées aujourd'hui, à la fois par vous et par la commission des lois. Ce texte marque bien le début d'un changement profond dans notre manière d'appréhender les violences intrafamiliales et aussi d'accompagner les victimes. Pour conclure, parce que lorsqu'on est à la tribune, on pense aussi aux gens qu'on peut recevoir. J'ai une pensée pour une maman de 3 enfants qui m'a sollicité pour la première fois il y a quelques mois. Ces enfants ont été victimes d'inceste. Cette mère, comme beaucoup d'autres, a besoin de l'aide de la justice pour éloigner ses enfants de leur père. Je lui emprunterai ces mots. Les enfants sont l'avenir, protégeons-les. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Le groupe Union Centriste votera bien entendu ce texte et j'en profite pour saluer le travail de la sénatrice Dominique Vérien, qui devait être à cette tribune également, sénatrice en mission sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Nous attendons leurs conclusions pour avancer sur ces sujets. Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais saluer également Isabelle Santiago, l'autrice de la proposition de loi, que je remercie d'avoir initié cette proposition de loi. Et j'en profite pour remercier aussi la chancellerie qui a, si je l'ai bien compris, travaillé avec elle sur ce texte. Je voudrais à cet instant émettre 3 regrets. Mon premier regret est que la portée de cette proposition de loi ait été restreinte par la commission des lois. Premier regret. Deuxième regret, c'est la méthode du patchwork de propositions de loi sur ces sujets où nous avançons PPL par PPL. On en est à la, je sais pas combien, 4e en 4 ans. Et à chaque fois, il y a des trous énormes dans la raquette. Et j'aurais pas un autre regret quand même que si je vais exprimer, c'est que on va voter là des dispositions qui ont été refusées il y a moins de 2 ans par amendement porté par mes collègues et moi-même et un certain nombre d'entre nous qui n'avaient pas eu le bonheur de plaire à l'époque à la commission des lois, mais qu'on va voter aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on perd du temps et on aurait besoin d'une belle, grosse, grande loi sur la protection des femmes et des enfants, sur les violences intrafamiliales. Ceci étant dit, je voudrais vous raconter rapidement ce que je vis. Il ne se passe pas une semaine, sans que je sois saisie de dossiers qui me sont apportés par des mères ou par des avocates qui concernent, c'est toujours la même histoire. Ça commence par une séparation entre les parents. Quasiment à chaque fois, la mère est partie. Elle a quitté le père. Le père a été très blessé dans son orgueil de cet abandon qu'il a vécu. La séparation se passe mal et c'est autour des enfants que se cristallise le conflit post-séparation entre les parents. Au bout de quelques temps, et je pense que ce sera un sujet intéressant à étudier, les enfants rentrent des week-ends chez le père en racontant des comportements incestueux qui n'avaient pas été commis avant. Il se passe quelque chose là, monsieur le garde des Sceaux, il faudrait qu'on s'y intéresse. Ils racontent des comportements incestueux. Mon sentiment, c'est que le père se venge de la mère en allant porter là où ça fait la plus grande souffrance à une mère, c'est-à-dire en commettant des agressions sexuelles sur les enfants. La mère va porter plainte, commence pour elle le chemin de croix. C'est un chemin de croix. Parce que le doute profite toujours à l'accusé, au père. Ce sont des affaires compliquées. Je connais un cas dans lequel le juge a dit « Madame, je sais que vous dites la vérité, que votre enfant dit la vérité. Je ne peux rien faire d'autre que de vous recommander de la renvoyer en week-end chez le père pour qu'on puisse mieux établir la matérialité des faits. » Se mêlent les experts. Alors là arrive le syndrome d'aliénation parentale qui a été évoqué par mes collègues, les experts, et en général, ça se finit par le fait que la mère est une manipulatrice, affabulatrice qui transforme la parole de l'enfant. Le père est une victime. La mère finit par ne pas vouloir envoyer l'enfant en week-end chez le père parce que c'est un lieu où l'enfant est exposé à des comportements incestueux et le père se retourne contre la mère avec le délit de non-représentation d'enfant. Et de nombreuses femmes, alors bien sûr je ne connais que les trains qui arrivent en retard, je ne sais pas tout ce qui se passe bien, cela on m'en parle pas, j'espère qu'il y en a, monsieur le garde des Sceaux, mais ces cas-là sont légion. Ces femmes vivent des enfers judiciaires et certaines partent à l'étranger avec leurs enfants parce qu'elles n'ont que cette solution-là pour s'en sortir. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que
On a besoin de répondre à ces situations-là mieux qu'on y répond aujourd'hui. C'est de la maltraitance institutionnelle qui est infligée aux femmes et aux enfants. Et nous sommes beaucoup trop frileux, mes chers collègues, beaucoup trop frileux pour répondre à ces souffrances énormes que vivent les femmes et les enfants. Et là, on va faire encore un petit pas. Alors, je voulais dire, monsieur le garde des Sceaux, sur le délit de non-représentation d'enfants, merci pour la circulaire, pour le décret du 23 novembre 2021. Ça a déjà un peu arrangé les choses, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut supprimer ce délit de non-représentation d'enfants qui ne sert qu'aux pères. De même, quand est-ce qu'on va discuter du fait que les pères qui n'effectuent pas leur droit de visite et d'hébergement n'ont aucune sanction, aucune amende civile. Mais alors, quand une mère ne remet pas l'enfant le week-end, elle peut se retrouver l'objet de tous les harcèlements du père. Et je vous raconte pas ce qu'on les appelle les enfants à la fenêtre. Ces enfants qui attendent le père tous les week-ends et qui vient pas parce que c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé pour empêcher la mère de sortir le week-end. Bon voilà, nous avons tout ça. Je conclus peut-être, monsieur le président, pour dire que... Suggéré. J'arrive. Pour dire que le syndrome d'aliénation parentale, il y a une circulaire qui a été faite en 2017 à l'égard des magistrats. Ils ne disent pas syndrome d'aliénation parentale, ils disent mère manipulatrice maintenant. Donc c'est un problème de culture et il faut aller les chercher par la culture du milieu. Merci. Monsieur Philippe Mouillet est le dernier intervenant. Également pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, la proposition de loi que nous examinons, comme ça a été dit, vise à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Le 9 février 2023, cette PPL a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Le gouvernement n'a pas déclaré de procédure accélérée sur un texte traitant d'un sujet aussi sensible que la protection de l'enfance qui nécessite que toutes les précautions soient prises par le législateur. Ainsi, nous constatons que le contenu de ce texte a fait l'objet de modifications à chaque lecture, depuis son dépôt jusqu'à ce qu'il soit examiné aujourd'hui en séance par le Sénat. Cette proposition de loi se situe dans la droite ligne de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ce texte a introduit dans notre droit une distinction entre le retrait de l'autorité parentale et celui de l'exercice de l'autorité parentale. La PPL que nous examinons vise à élargir le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de cette autorité parentale dans le cadre des procédures pénales et à rendre plus systématique le prononcé de retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse. Depuis 2016, le nombre d'actes de violence intrafamiliale ne cesse d'augmenter. En 2019, 44% des plaintes pour violences physiques et sexuelles enregistrées par les services de sécurité concernent des violences commises au sein de la famille. Avec le confinement, l'année 2020 a connu un pic, mais la tendance à la hausse ne semble pas fléchir, comme le prouvent les chiffres enregistrés depuis le 2021. La libération de la parole et l'encouragement à signaler toutes les formes de violences intrafamiliales ont sans doute contribué à cette augmentation. Mais ces chiffres effrayants, derrière lesquels il convient de mettre des visages, nous obligent. En notre qualité de législateur, nous devons agir afin d'enrayer ce phénomène. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail minutieux de réécriture de cette proposition de loi par notre rapporteur Marie Mercier, qui maîtrise parfaitement ces mécanismes juridiques complexes et a déjà beaucoup travaillé sur le sujet des violences conjugales et intrafamiliales. Je la rejoins dans son choix de limiter notre intervention à améliorer les dispositifs que sont la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et le retrait de cette autorité par les juridictions pénales. Les respects des principes généraux du droit, constitutionnel et conventionnel, que sont la présomption d'innocence, l'intervention nécessaire du juge appréciant in concreto l'intérêt de l'enfant, le droit à une vie familiale et privée normale, a très certainement guider le travail de réécriture par la commission des lois. De plus, les amendements adoptés par la commission ont permis de rationaliser et de mettre de la cohérence entre le droit civil et le droit pénal. Ainsi, l'article 1er, l'amendement adopté réserve l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux cas les plus graves de crimes ou d'agressions sexuelles incestueuses sur la personne de l'enfant. Une mesure qui permettra d'ailleurs de suspendre en urgence, avant tout jugement, l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant, le temps qu'un juge se prononce. La commission a considéré que la suspension automatique
tout le temps de la procédure, qui peut durer des années, et oui, on le sait, semblait disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie normale. L'article 2 propose de faire du retrait total de l'autorité parentale le principe en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse d'un enfant ou de crime sur l'autre parent. Enfin, l'article 4 contribuera à mettre plus de cohérence et rendre effectives les mesures adoptées dans cette proposition de loi. Ainsi modifiée, et j'ai résumé les interventions, l'action de la commission des lois permet à ce que cette proposition de loi vienne améliorer les dispositifs juridiques existants afin de les rendre plus effectifs dans le but d'une meilleure protection des enfants victimes de parents violents. Ainsi modifié, naturellement, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Avant la clôture de la discussion générale, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour vos observations après la discussion des collègues. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vais m'adresser en particulier à Madame la sénatrice Rossignol et à Madame la sénatrice Cohen. Je regrette comme vous, Madame la sénatrice, ce que vous avez appelé le côté un peu patchwork. Mais convenez avec moi que nous n'avons pas le don de médiumnité et qu'il faut, au fur et à mesure, s'adapter aux évolutions, parfois terrifiantes d'ailleurs, de notre société et de notre époque. Au fond, c'est pas le droit qui fait la société, c'est la société qui fait le droit. Ce que vous décrivez tout à l'heure, on l'a déjà évoqué ensemble devant la délégation droits des femmes. Je vous remercie d'avoir rappelé que vous aviez attiré mon attention sur les enfants témoins dont nous avons souhaité faire des enfants victimes. Parce que quand vous êtes témoin d'une scène où votre père tabasse votre mère et que vous êtes un tout petit, vous n'êtes pas un témoin, vous êtes effectivement une victime. Nous l'avons fait. Reste la question des poursuites pour non-représentation d'enfants. J'entends ce que vous dites. C'est sans doute souvent ce que vous décrivez. Pas toujours, et c'est là où il faut être prudent, mais très souvent. Et dans l'hypothèse que vous décrivez, c'est une hypothèse terrifiante pour une maman que de devoir, au fond, livrer à son bourreau son enfant. Vous le savez mieux que moi, l'irrecevabilité n'a pas de signification sur le fond. Ça n'est pas parce que tel amendement est considéré comme irrecevable pour des questions de droit que nous ne sommes pas les uns et les autres préoccupés par la question. Et je vous prends, Madame la rapporteure, à témoin. Je vous promets qu'on va y aller sur cette question. J'attends simplement, ça n'est pas anormal, le rapport Verrien-Chandler qui arrive, qui reprend évidemment cette question. C'est une question importante. Il faut effectivement que l'on puisse protéger les femmes qui, n'écoutant que leur amour maternel, au fond, je reprends cette expression, ne livrent pas leur enfant au père quand elles savent qu'il exerce sur l'enfant des violences et des choses inadmissibles. Il faut en même temps être respectueux des règles constitutionnelles, c'est bien le moins, de la présomption d'innocence, mais on y travaille et on y réfléchit. Et je vous ai dit d'ailleurs, devant la délégation droits des femmes, lorsque vous m'aviez auditionné, que nous irions sur ce sujet. Et je vous redis, Madame la sénatrice Rossignol, je dis également à Madame la sénatrice Cohen, qui a la même préoccupation, mais c'est au fond une préoccupation qui nous est commune, que nous aboutirons sur cette question parce qu'elle est fondamentale et elle met en exergue et en évidence, dans les situations que vous évoquez, au fond un traitement qui est un traitement totalement injuste. Et je pense que ni vous, ni le garde des Sceaux ne peuvent accepter l'idée qu'une telle injustice puisse se perpétrer, mais il faut que nous attendions avec recul, prudence, les travaux qui vont nous arriver et dont je sais d'ores et déjà qu'ils sont de grande qualité, ne fût-ce que si j'en juge par le nombre d'intervenants qui ont été entendus, et puis nous savons
l'engagement de la députée Chandler, de la sénatrice Verrien sur ces questions. Et moi, j'ai la conviction qu'un rapport de très grande qualité nous sera remis prochainement et que nous pourrons ensemble en tirer toutes les conséquences. Au moment de commencer l'examen de l'article 1er qui est relatif à la suspension provisoire de l'exercice de l'autorité parentale, je souhaiterais juste rappeler que lorsqu'un enfant est en danger, la question de l'autorité parentale ou de son exercice ne vient que dans un second temps, puisque dans un premier temps, il s'agit de mettre l'enfant à l'abri. C'est ça l'urgence. Il existe alors plusieurs procédures possibles, bien souvent à la main du parquet qui joue un rôle central. En amont de toute poursuite, il peut ordonner en urgence et sans aucune procédure contradictoire le placement provisoire de l'enfant, éventuellement chez l'autre parent, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de 8 jours. Il peut le placer aussi dans un lieu de placement pour enfants en danger, encore faut-il qu'il y ait des places. Le parquet peut également, à tous les stades de la procédure ou même en amont, requérir la délivrance d'une ordonnance de protection auprès du JAF avec des mesures d'interdiction d'entrer en relation et de se rendre dans certains lieux ou la suspension du droit de visite et d'hébergement. Enfin, dans le cadre d'une information judiciaire ou de procédure rapide de jugement, la personne poursuivie peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. Là encore, peut être prononcée une interdiction d'entrer en contact et de paraître en certains lieux ou la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur. Il faut donc garder à l'esprit, mes chers collègues, que ces dispositifs se cumulent et que la mise à l'abri de l'enfant à proprement parler ne repose pas sur les deux articles 378.2 et 378 du Code civil dont nous discutons actuellement. Merci. Madame Billon a également une inscription sur l'article. Merci, Monsieur le Président. Le dispositif initial de l'article 1 visait à créer un régime spécifique en cas de condamnation, même non définitif, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours lorsque l'enfant a assisté aux faits. Je rejoins la rapporteure sur le point suivant. Il n'y a pas de raison de conditionner cette mesure au fait que l'enfant ait assisté aux violences. Selon le juge toujours Édouard Durand, président de la Ciivise, le rajout de cette condition de présence de l'enfant lors des faits diminue de 4 à 5 fois le nombre de dossiers à traiter. Or, nous ne sommes pas ici pour réduire le nombre de dossiers aux dépens des victimes, mais bien pour renforcer la protection des enfants. J'en profite donc pour remercier Madame la rapporteure d'avoir pris en considération cet amendement que j'avais déposé en commission et donc qui a été intégré au texte. Je pense toutefois qu'il est fondamental de tenir compte des violences conjugales et non uniquement des crimes commis sur l'autre parent comme motif de suspension de l'autorité parentale ou de son exercice. Nous devons consacrer la formule « un parent violent ne peut pas être un bon parent ». Cela est d'ailleurs l'un des objectifs visés par l'amendement que je vous présenterai dans quelques instants. En effet, l'article 1 tel que rédigé ne permet pas une prise en compte globale de la problématique des femmes victimes de violences conjugales et intrinsèquement des enfants victimes de violences intrafamiliales. Je vous remercie. Très bien. Maintenant, nous commençons sur l'article 1er par 8 amendements faisant l'objet d'une discussion commune et nous commençons par l'amendement 22 présenté par Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Comme je vous l'ai déjà dit lors de mon intervention générale, nous souhaitons aller plus loin dans la protection des enfants. Nous proposons donc de retirer l'autorité parentale et non simplement l'exercice de l'autorité parentale du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales. Nous avons donc ici rétabli la version adoptée à l'Assemblée nationale pour que ces dispositions durent pendant toute la procédure pénale. Cela nous paraît bien plus protecteur, Madame la rapporteure. Nous proposons également d'étendre ces dispositions à l'ensemble des violences volontaires commises dans le cadre conjugal ou post-séparation. Et nous regrettons vraiment en ce sens cette suppression par la commission des lois. Et d'ailleurs, nous ne la comprenons pas. Il est primordial de préserver les enfants victimes dans ce laps de temps d'enquête. Le doute doit profiter à la protection de l'enfant. Nous ne devons pas prendre le risque qu'un acte de nature pénale soit commis à l'encontre de l'enfant pendant ce temps de latence. Mes chers collègues, la simple suspension de l'exercice de l'autorité parentale ne suffit pas à protéger efficacement les enfants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. En effet, dans ce cas, écoutez bien, l'autre parent a obligé
l'obligation d'informer le parent poursuivi pour violence du lieu du nouveau domicile, de l'école. Il doit également rester informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Ce n'est pas pour nous acceptable. Je vous appelle donc à soutenir notre amendement pour réécrire cet article 1er dans un sens qui nous semble beaucoup plus protecteur. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'amendement 44 rectifié bis. C'est Madame Guidez qui le présente. Billon qui est identique. Entendu. Alors, Monsieur le Président, ma collègue Dominique Vérien et moi-même proposons une nouvelle réécriture de cet article 1er en conservant les deux dispositifs introduits entre-temps par l'amendement de Madame la rapporteure Marie Mercier. L'objectif poursuivi étant d'aboutir à une rédaction juridique complète de l'article 378, alinéa 2. L'amendement que nous présentons prévoit une suspension de plein droit de la titularité de l'autorité parentale et non simplement de son exercice. La distinction entre exercice et titularité est primordiale. Un parent titulaire de l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant et conserve un droit de surveillance sur ce dernier. Le parent poursuivi, mis en examen ou condamné conserve donc certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale. Nous souhaitons corriger cette situation et nous estimons qu'il est nécessaire de prendre en compte toutes les violences sexuelles incestueuses commises à l'encontre d'un enfant. Nous souhaitons étendre les cas de retrait provisoire de plein droit de l'autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit de l'atteinte sexuelle incestueuse. La notion d'atteinte sexuelle permet d'englober un plus grand nombre de cas dans lesquels l'enfant est victime d'inceste et ainsi de lui assurer une meilleure protection. Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle non consentie. Enfin, et comme je l'expliquais à l'instant, cet amendement permet de prendre en considération les condamnations pour violences conjugales et non uniquement les crimes commis par un parent à l'égard de l'autre parent, sans les conditionner à un nombre de jours minimum d'ITT ou à la présence de l'enfant. Il n'est pas question d'attendre que le parent tue l'autre parent avant de mettre à l'abri le ou les enfants. La protection des enfants doit nous guider. Je vous remercie. Très bien. Ensuite, Madame Harribey, vous pouvez présenter successivement vos deux amendements 25 et 26. C'est ce que j'allais vous proposer, Monsieur le Président. Merci de cette proposition. Donc, avec cet amendement, nous souhaitons manifester notre attachement, comme nous l'avons dit dans la DG, à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Ça nous semble particulièrement intéressant et ça nous semble rester fidèle à l'idée originelle du texte. Et il nous semble que dans les propos du garde des Sceaux, on a ressenti la même intention. Nous défendons donc une absence de limitation de la suspension de cet exercice et des droits de visite et d'hébergement, ce qui nous semble impérieux en cas de poursuite ou de condamnation pour des faits criminels ou d'agression sexuelle commise sur son enfant. Cette suspension doit accorder le bénéfice d'une protection durable et j'ai souligné dans la DG que ça pouvait durer longtemps. Nous considérons également que les violences conjugales sont trop massives et trop lourdes de conséquences sur les enfants qui en sont victimes pour ne pas conduire à la suspension de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Pour faciliter le travail des juges et éviter une limitation excessive de la portée du texte sur cet aspect, nous proposons donc de rétablir la version transmise par l'Assemblée nationale. Concernant l'amendement de 26, qui est un amendement de repli, nous souhaitons rendre possible une réécriture de l'article 1er, incluant les violences conjugales à partir de 8 jours d'ITT et le crime ou l'agression sexuelle commis sur son enfant, sans délai maximal de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement dans ce dernier cas de figure. Nous considérons que ces deux dispositions constituent un des apports majeurs de la proposition de loi et nous souhaitons que l'article 1er retrouve l'esprit de sa rédaction initiale. Merci. Entendu. Ensuite, nous avons deux amendements identiques, le premier et le numéro 3 présenté par Madame Vogel. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, comme évoqué lors de la discussion générale, le texte qui a été adopté en commission, notamment dans son article 1 que nous discutons, est revenu sur plusieurs mesures protectrices qui avaient pourtant été adoptées à l'Assemblée nationale. Donc cet amendement, il vise à en rétablir deux. Premièrement,
permettre la suspension de l'exercice de l'autorité parentale pour certaines violences graves jusqu'à ce que la justice statue. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi limite cette suspension à 6 mois, même dans les cas où elle est intervenue parce que le parent est poursuivi par le ministère public, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l'autre parent, pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis contre son enfant. Et donc, si la justice est trop lente et qu'elle prend plus de 6 mois, ce qui malheureusement peut arriver, eh bien l'enfant, après 6 mois, est de nouveau en danger. Le deuxième dispositif que l'amendement rétablit, c'est la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite pour le parent condamné pour des violences volontaires ayant conduit à une incapacité totale de travail de plus de 8 jours si l'enfant assistait aux faits. Je crois que ça a été dit déjà par de nombreuses collègues avant moi. On sait très bien que lorsqu'un enfant assiste à une violence on est là dans un cas très grave puisqu'une interruption de travail depuis 8 jours, voilà, ce sont des faits de violence extrêmement forts. L'enfant n'est pas, ça a été dit, témoin, il est victime et il est évident qu'il en aura à souffrir toute sa vie. Et donc, dans ces cas-là, il paraît important de suspendre l'autorité parentale, les droits de visite et d'hébergement du parent condamné pour de tels faits jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales statue sur l'autorité parentale. Je vous remercie. Bien, Madame Harribey pour l'amendement comparable. Alors, c'est un amendement comparable. Nous sommes prêts à une réintroduction de la condition selon laquelle l'enfant doit avoir assisté aux faits pour que l'exercice de cette autorité soit suspendu lorsque des violences sont commises sur l'autre parent, tout en soulignant quand même que c'est un premier pas et que le fait de ne pas avoir assisté peut aussi constituer une violence parce que ça va bien au-delà. Et le 28 nous donne l'occasion en fait de focaliser une nouvelle fois sur l'un des aspects les plus importants de ce texte. Nous soulignons la volonté de Madame le rapporteur de conserver l'ajout du crime ou de l'agression sexuelle commis sur la personne de son enfant à l'article 378.2 du Code civil. Toutefois, cet article prévoit dans sa rédaction actuelle une limitation de la suspension de l'autorité parentale à un délai maximal de 6 mois. Et si nous comprenons les inquiétudes soulevées en commission à propos de la présomption d'innocence, nous insistons sur l'importance de supprimer ce délai maximal. Quand on a parlé tout à l'heure d'instrumentalisation et de culture qui était derrière ce type de mesures, et pour nous, il est fondamental que cette suspension ne soit pas remise en cause jusqu'à l'extinction des poursuites. C'est une manière de protéger l'enfant et d'éviter l'instrumentalisation. Merci. Merci, chers collègues. Donc maintenant, c'est à la rapporteure de nous présenter l'avis de la commission sur les 8 amendements. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre, si vous le permettez, un petit peu de temps sur le premier, parce qu'en fait, l'article premier, il est quand même assez compliqué. Donc, l'amendement numéro 22 de Madame Cohen vise avant toute chose donc à suspendre non pas l'exercice de l'autorité parentale, mais l'autorité elle-même, c'est-à-dire la titularité de l'autorité parentale, ce qui change totalement la nature de cette suspension, tout en maintenant une durée qui pourrait aller jusqu'à plusieurs années, le temps de la procédure pénale. Donc le but de cette modification vise à couper le temps de la procédure pénale, tout lien avec l'enfant, et à ce que le parent poursuivi ou mis en examen ne soit plus informé du devenir de son enfant. En effet, celui qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, en application de l'article 313-2-1 du Code civil. Donc l'amendement vise également à intégrer dans le champ de la procédure de suspension provisoire de plein droit les atteintes sexuelles incestueuses, ce qui recouvre l'exhibition ou le visionnage de films pornographiques en présence de l'enfant. Enfin, l'amendement réintègre un dispositif de suspension provisoire de plein droit qui est distinct en cas de condamnation pour violence volontaire sur l'autre parent, sans plus faire référence à une durée d'ITT ou à la présence des enfants, étant précisé qu'une partie des infractions visées sont des crimes et donc rentrent dans le dispositif qui est proposé par la Commission. Les modifications suggérées vont donc plus loin que la proposition de loi et que le texte que la Commission a adopté. Le dispositif, en fait,
aggrave la mesure de suspension en étendant son champ à des délits qui porteraient une atteinte donc disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Compte tenu de son caractère automatique et de l'absence de toute intervention du juge, je rappelle que la Commission a souhaité réserver la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale aux seuls cas les plus graves, donc les crimes et les délits d'agression sexuelle incestueuse, et conserver les mêmes effets limités dans le temps qu'aujourd'hui, soit une durée maximale de 6 mois jusqu'à la décision du JAF. La rédaction proposée présente de surcroît de nombreuses difficultés techniques car elle mélange les notions de suspension et de retrait et part du principe que la suspension serait prononcée par un magistrat alors qu'elle est de plein droit et s'opère automatiquement par simple effet de la loi en cas de poursuite par le ministère public ou de mise en examen par le juge d'instruction ou de condamnation. Elle n'est donc pas formalisée par une décision qui pourrait décider un retrait partiel au lieu d'un retrait total. Par ailleurs, le JAF n'est pas compétent en matière d'autorité parentale, mais il est compétent dans l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est le tribunal. Donc, si l'on suspend l'autorité parentale, ce n'est pas lui qui pourrait la rétablir, mais le tribunal judiciaire en collégialité. J'ai pris un peu de temps pour cet amendement, Monsieur le Président. Défavorable sur le 22, c'est ça? C'est ça. Ensuite, nous avons l'amendement 44. Micro, c'est encore mieux. Pardon. Donc, les amendements 44 rectifiés et 45. En ce qui concerne le 44, donc c'est identique, hein, les deux, presque au précédent. Il vise également à suspendre l'autorité parentale, toujours dans cette idée de supprimer tout lien entre le parent violent et l'enfant, et donc avec l'autre parent. Donc j'ai mis les mêmes réserves, à savoir l'absence de proportionnalité et les difficultés techniques. Je rappelle que dans le texte de la Commission, les violences volontaires les plus graves sont incluses dans le dispositif de suspension, puisqu'il s'agit de crimes. Par ailleurs, en cas de condamnation pour violence conjugale de nature délictuelle, selon les dispositions du décret du 23 novembre 22, l'enfant témoin de ces violences est victime et donc la juridiction pénale a l'obligation de se prononcer sur l'autorité parentale. C'est le sens des modifications que j'ai proposées en commission qui visent justement à améliorer cet aspect des choses et à obliger les juridictions à se prononcer dès qu'il y a délit sur la personne de l'enfant. Donc notre boussole ici, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est lui qui doit être le centre en matière d'autorité parentale. Ensuite, l'amendement 45. Donc c'est un avis défavorable. Je peux considérer que c'est le même commentaire. Ensuite, nous avons le 25. C'est le rétablissement du texte proposé par l'Assemblée nationale. Donc notre collègue, tout en gardant en ajoutant ce délai de 6 jours pour l'intervention de la suspension et en supprimant la condition relative à la présence de l'enfant s'agissant des violences conjugales. Donc la Commission, elle a entendu limiter le jeu de la suspension provisoire de plein droit aux seules infractions les plus graves, ce qu'on a expliqué depuis le début, crimes et délits d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant, et conserver le même effet dans le temps de cette suspension automatique que maintenant, afin que le juge soit systématiquement saisi et se prononce au bout de 6 mois. En fait, c'est la contrepartie qui est nécessaire à l'automaticité. Par ailleurs, sur le délai de 6 jours qui reprendrait celui qui existe en matière d'ordonnance de protection, il n'a pas de sens ici puisque la suspension est de plein droit, c'est-à-dire par simple effet de la loi, elle n'est pas formalisée par une décision de justice, la suspension court dès qu'il y a mise en examen ou poursuite par le parquet. Enfin, sur la présence de l'enfant, je suis d'accord avec vous, cette limitation n'a pas de sens. Toutefois, la Commission a choisi de ne pas créer de régime particulier de suspension en cas de condamnation pour violence conjugale de nature délictueuse. Il appartient donc à la juridiction pénale de se prononcer au moment de la condamnation sur l'autorité parentale. C'est le sens de l'article 228.1 que nous avons introduit dans le Code pénal à l'article 3. Donc défavorable sur le 25. Défavorable, oui, absolument, Monsieur le Président. Donc le 26, avis défavorable aussi parce que c'est une variante du précédent, donc il s'agirait de rétablir le texte de l'Assemblée nationale tout en supprimant la condition relative à la présence de l'enfant dont on a déjà parlé tout à l'heure. Après le 26, on arrive au 3 et au 27. Donc c'est contraire à la position de la Commission, donc un avis défavorable visant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale. Donc pour des raisons de proportionnalité et compte tenu du caractère automatique, la Commission a entendu limiter le jeu de la suspension provisoire de plein droit aux seules infractions les plus graves, je me répète, et conserver la procédure existante qui garantit qu'un juge soit systématiquement saisi et se prononce au bout de 6 mois.
Voilà, donc c'est une contrepartie qui est nécessaire à l'automaticité. Voilà. Ensuite, donc je vous ai parlé du 27, on arrive maintenant au 28, chemin faisant. Donc en fait c'est un avis défavorable parce que on sait en fait que tout le monde n'a pas du tout les ressources nécessaires pour saisir un juge. Et je ne parle pas ici que d'argent. Il faut comprendre aussi ce que c'est que saisir un juge et tout le monde n'est pas capable malheureusement de le faire. Voilà, Monsieur le Président, pour cette Madame la première... rapporteure, Monsieur le Ministre, donc, pouvons-nous avoir l'avis du gouvernement sur ces 8 amendements? Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, par ces amendements, vous proposez de créer 2 mécanismes de suspension de plein droit de la titularité de l'autorité parentale ou de son exercice et des droits de visite et d'hébergement. Premier mécanisme, en cas de poursuite ou de condamnation du parent pour un crime commis sur l'autre parent ou pour une agression sexuelle, incestueuse ou un crime commis sur l'enfant, qui s'appliquerait jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, de la décision de non-lieu du juge d'instruction ou de la décision du juge pénal. Deuxième mécanisme, en cas de condamnation du parent pour violence avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commise sur l'autre parent lorsque l'enfant a assisté au fait, et cela s'appliquerait jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales saisi dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. Voilà les 2 mécanismes que ces amendements proposent. Alors, je vous rejoins évidemment sur la nécessité de prévoir que le mécanisme de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement doit s'appliquer aux crimes et aux agressions sexuelles incestueuses dont un enfant peut être victime. En revanche, il me paraît excessif de suspendre automatiquement, et les adverbes ont beaucoup d'intérêt, la titularité même de l'autorité parentale alors qu'aucun juge n'a examiné la situation. En revanche, je suis donc opposé aux amendements 22, Monsieur le Président, 44, 45, 25. Concernant les amendements 3 et 27 Pardon 10 aussi. J'y viens. Je les réserve un sort particulier dans la temporalité, Monsieur le Président, mais je ne l'ai pas oublié, je veux vous rassurer. Concernant les amendements 3 et 27 de rétablissement de l'article 1er dans sa version issue de l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que cette rédaction me semblait équilibrée. Pour des raisons constitutionnelles, il nous faut être prudents. Il est impératif, me semble-t-il, de limiter le mécanisme de suspension de l'exercice de l'autorité parentale aux infractions les plus graves et aux violences conjugales avec ITT de plus de 8 jours, à condition bien sûr qu'elles soient commises en présence de l'enfant. En cohérence, j'émets donc un avis de sagesse, je pourrais même dire un avis de sagesse bienveillant sur ces amendements. Pour satisfaire à votre légitime impatience, Monsieur le Président, voici l'amendement numéro 26 qui supprime la condition de présence de l'enfant. Il rompt selon moi les équilibres et j'y suis défavorable. Enfin, concernant la durée de cette suspension, il convient, me semble-t-il, de revenir à la rédaction votée à l'Assemblée nationale qui prévoit la saisine du juge aux affaires familiales par les parties et non plus par le procureur de la République. J'émets donc un avis favorable à l'amendement numéro 28. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais consulter le Sénat sur ces 8 amendements successifs en rappelant les avis. Donc d'abord l'amendement 28 qui fait l'objet d'un double avis défavorable. 22, autant pour moi, je me relisais mal, excusez-moi. Le 22, nous commençons donc par le 22 avec 2 avis défavorables. Madame Cohen demande la parole
pour expliquer son vote, ainsi que Madame Harribey. Non. Oui, brièvement, Monsieur le Président. Je comprends le détail de ce que nous a dit la rapporteure concernant l'amendement 22 qui peut avoir, sous certains aspects, quelques maladresses et entraîner finalement des contresens juridiques, etc. Mais je la trouve particulièrement, on va dire, sévère avec les amendements qui ne sont pas présentés par mon groupe, mais qui reprennent l'écriture, la version de l'Assemblée nationale, qui me semble quand même plus protectrice. Et en cela, j'apprécie l'avis du garde des Sceaux, qui émet soit un avis de sagesse, soit un avis favorable. Et donc j'appelle l'ensemble de nos collègues à réfléchir, parce que nous recherchons tous, sur tous les bancs ici, et bien sûr, Madame la rapporteure aussi, je le sais, la meilleure protection de l'enfant. Et donc, je crois qu'il faut essayer de bien faire un équilibre entre les différentes propositions qui sont portées. Et l'écriture de l'Assemblée nationale me semble en cela plus juste et plus protectrice. Donc voilà, j'ai fait une explication de vote à la fois sur mon amendement, mais sur l'ensemble des amendements qui étaient en discussion commune. Je vous remercie, Monsieur le Président. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote, Madame Billon? Oui, merci Monsieur le Président. Alors j'ai entendu les arguments à la fois de Madame la rapporteure et du garde des Sceaux. Je pense qu'on a tous un même objectif, la protection de l'enfance, sauf que à travers ces amendements, ce qu'on a voulu porter, c'est la dangerosité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une échelle, une graduation de dangerosité. Et à partir du moment où il y a soupçon, où il y a, quelle que soit la nature de la violence intrafamiliale, il y a danger. Le nombre d'enfants qui décèdent sous le coup d'un parent, tous les 5 jours, le nombre de femmes tuées dans les violences intrafamiliales nous oblige, c'est-à-dire nous oblige à mettre tout en œuvre pour ces enfants, pour peut-être avoir ce principe de précaution au maximum. C'est pour ça que malgré l'avis défavorable de Madame la rapporteure, je vais maintenir mon amendement, et je pense que celui de Dominique Vérien sera maintenu également par les collègues qui l'avaient co-signé. Je vous remercie. Entendu. Et je vous invite évidemment à les voter. Donc, nous nous prononçons d'abord sur l'amendement 22, double avis défavorable, qui est pour, contre, qui s'abstient, donc il n'est pas adopté. Ensuite, non. Enfin, si l'un est adopté, puisqu'ils réécrivent le même article, si l'un est adopté, les autres tombent. Et ils réécrivent l'article complètement, et donc les autres amendements tombent, en effet. Jusqu'au 29. Il fait tomber jusqu'au 29. Donc, nous mettons maintenant aux voix les amendements 44 et 45, qui sont l'objet d'un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? S'abstient, ne sont pas adoptés. Sur l'amendement 25, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, donc il n'est pas adopté. 26, est-ce que c'est le même vote? Alors, sur les amendements 3 et 27, qui font l'objet d'un avis défavorable de la commission et d'un avis de sagesse positive, d'excite le ministre du gouvernement, je consulte le Sénat qui est pour ces deux amendements.
17. La franchise du geste facilite le comptage. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et nous finissons par le 28. Avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc, il n'est pas adopté. Nous passons à 5 autres amendements portant sur, et également sur l'article 1er et en discussion commune. Cela commence par le 9, présenté par Madame Rossignol. Monsieur le Président, comme ces amendements visent tous le même but, je vais les présenter tous en même temps, ce qui me donnera 10 minutes pour ces 5 amendements. Mais je ne les prendrai peut-être pas totalement. Et je voudrais préalablement rappeler que mon premier choix eût été le vote conforme de l'article 1er. Comme ce n'est pas le cas, je m'autorise donc, et nous nous autorisons donc avec mes collègues, quelques amendements. Une minute de votre attention. Le texte dit que l'autorité parentale est suspendue ou retirée dans le cas où un crime ou une agression sexuelle a été commise sur la personne de son enfant. Ce que je comprends de cette rédaction, c'est que l'autorité parentale sur l'enfant victime est retirée, mais qu'elle peut être maintenue sur les autres enfants de la fratrie, ce qui est déjà pour moi un premier problème. Comment un père, prenons l'exemple du père, c'est le plus fréquent, qui a commis un inceste sur un de ses enfants, peut conserver l'autorité parentale sur les autres enfants. Ça, c'est le premier sujet de préoccupation que j'ai sur cette rédaction. Ensuite, j'en ai un deuxième. C'est le cas d'un homme, père de famille, qui commet des agressions sexuelles sur mineurs, incestueuses ou non. Ça peut être un oncle, ça peut être, dans le cas où c'est incestueux, un ami de la famille. J'imagine que beaucoup ici ont vu Les Chatouilles, soit Seul en scène d'Andrea Bescon, soit le film. Dans Les Chatouilles, qui est une affaire de violence sexuelle sur mineurs, c'est pas quelqu'un de la famille, c'est un ami de la famille qui viole cette petite fille pendant toute son enfance. Cet homme peut être un père de famille. Peut-on imaginer qu'un homme condamné pour violence sexuelle sur mineurs, qui lui-même a des enfants, continue, poursuive l'exercice de son autorité parentale sur ses propres enfants? On peut considérer qu'il pèse sur lui une suspicion, ou du moins une présomption peut-être, de réalisation, de commission, voilà le mot que je cherchais, pardon, de commission d'actes répréhensibles en matière d'agression sexuelle sur mineurs. Donc tous les amendements qui sont là visent tous à ce qu'un homme poursuivi ou condamné pour agression sexuelle sur un enfant, incestueuse ou non, ne puisse plus poursuivre l'exercice de son autorité parentale sur ses propres enfants. Nous avons 5 rédactions. Je me suis dit qu'avec 5 rédactions possibles pour le même but, peut-être l'une d'entre elles allait convenir à la commission, au garde des Sceaux. Pleine d'espoir, je me suis dit peut-être la même rédaction conviendrait et à la commission et au garde des Sceaux, et on pourrait ainsi élargir la portée de cet article. Entendu. Quel est l'avis de la commission sur ces 5 amendements, Madame la rapporteure? Donc 9, 8, Merci. 10, 11, 12. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va me trouver peut-être sévère, mais donc là, nous avons une série de 5 amendements qui visent tous à élargir les cas de suspension de l'exercice. Pardon. Non, je faisais juste une petite remarque. Alors, donc je reprends, Monsieur le Président. Notre collègue Laurence Rossignol présente une série de 5 amendements visant tous à élargir les cas de suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime ou agression sexuelle commise sur un enfant quel qu'il soit et pas seulement son enfant dans un objectif de lutte contre la pédocriminalité. Elle me semble aller bien plus loin que les recommandations de la Civis qui ne s'est intéressée qu'au lien entre un parent et son enfant. L'amendement numéro 9 permettrait une suspension de plein droit pour tout crime ou agression sexuelle sur un tiers, quel que soit l'âge de la victime ou son lien de parenté avec le parent. L'amendement numéro 8 ferait jouer la suspension automatique à chaque fois qu'un parent
parent serait poursuivi pour un crime, un viol ou une agression sexuelle, ou la diffusion et l'enregistrement d'images à caractère pornographique d'un mineur de 16 ans. L'amendement numéro 10 vise à permettre une suspension de plein droit pour tout crime, sans préciser qui est la victime, ou toute agression sexuelle commise sur un mineur. L'amendement numéro 11 est le même que le précédent, mais limité aux mineurs de 16 ans. L'amendement numéro 12 vise enfin à permettre une suspension en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse, quel que soit le lien de parenté de la victime avec l'auteur. L'idée sous-jacente serait qu'une personne qui commet un crime, un viol ou une agression sexuelle sur quelqu'un, amendement numéro 9, ou un mineur, les autres amendements, ne pourrait être un bon parent et qu'il faudrait suspendre l'exercice de son autorité parentale dès les poursuites. C'est une extension qui n'a pas été envisagée par l'auteur de la proposition de loi et sur laquelle je n'ai pas conduit de travaux. Je note qu'elle n'a pas été envisagée par le législateur puisque l'article 378 du Code civil ne prend en considération que les crimes et délits commis sur l'enfant ou les crimes commis sur l'autre parent. Il me semble que ces dispositions élargiraient énormément le champ de la suspension automatique au point d'encourir un grief d'atteinte à la proportionnalité. Plus l'on s'éloigne de l'enfant qui fait l'objet de l'autorité parentale, plus il faut se méfier des solutions automatiques et se rappeler que la situation de l'enfant doit être examinée in concreto en fonction de son intérêt et par le JAF. Il ne suffit pas de punir le parent délinquant ou d'appliquer un principe de précaution de manière maximaliste. Enfin, je remarque que la référence aux mineurs de 16 ans, qui est certes la limite d'âge qui est employée dans le Code civil, que ce soit pour l'émancipation ou la nationalité, crée un décalage avec le Code pénal qui utilise la limite d'âge de 15 ans pour la définition de certaines infractions. Avis défavorable. Bien, l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Rossignol. L'amendement numéro 9, si les mots incestueuse commis sur la personne de son enfant sont supprimés, ça entraîne de facto le déclenchement de cette suspension en cas d'infraction de nature extrêmement variée commise par l'auteur en dehors de son cercle familial. Un parent qui se lancerait dans le faux monnayage, par exemple, c'est un crime, perdrait l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants. Non. Mais où? Mais ça signifie donc où, ça n'est pas et. Et il y a donc un certain nombre de crimes. Le notaire qui commettrait un faux en écriture publique se verrait privé de l'exercice de l'autorité parentale. Je suis donc défavorable, évidemment, à cet amendement. L'amendement numéro 8, vous excluez en réalité du dispositif les mineurs de 16 à 18 ans qui ne seraient plus protégés, même en cas de crime sexuel. Les amendements, et j'y suis évidemment défavorable, les amendements 10 et 11, des mineurs ayant commis une agression sexuelle sur un mineur en général ne seraient pas à l'abri de subir bien des années plus tard une suspension de leur autorité parentale sur leurs enfants nés bien postérieurement aux faits. Je suis forcément défavorable à ces deux amendements. L'amendement numéro 12, la suspension de l'exercice de l'autorité parentale aurait lieu en cas de crime, quelle que soit la victime, qu'elle appartienne ou non au cercle familial de l'auteur. Vous voulez là encore, vous excluez là encore du dispositif le mineur de 16 à 18 ans qui ne serait alors plus protégé, même en cas de crime. Donc ces amendements me semblent mettre en péril la cohérence même du dispositif. Ils entraînent évidemment des effets de bord qui sont particulièrement importants, au point que l'intérêt même de l'enfant pourrait ne plus être protégé. Et dans ces conditions, je suis défavorable, Monsieur le Président, à l'intégralité de ces amendements. Madame la Présidente, à vous. Si j'ai bien compris, la rapporteure et le garde des Sceaux sont défavorables. Je n'ai pas tout compris des raisons pour lesquelles la rapporteure l'est, parce que c'était trop rapide, mais j'ai quand même noté quelque chose. La situation de l'enfant s'apprécie in concreto. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment apprécie-t-on in concreto la situation d'un enfant dont le frère ou la sœur a été victime d'inceste de la part du père? J'aimerais savoir comment, in concreto, vous appréciez, même avec simplement du bon sens, le fait qu'un père s'adonne à des
agressions sexuelles incestueuses sur un de ses enfants, mais qu'il peut continuer d'exercer son autorité parentale sans aucune restriction sur ses autres enfants. Je trouve qu'in concreto, la situation des autres enfants est assez préoccupante et dangereuse. Ça, c'est la première remarque. Et ça vaut aussi pour vous, monsieur le garde des Sceaux, cette question-là. Alors, j'ai bien compris que les rédactions avaient toutes des défauts. Toutes des défauts. Mais si vous êtes sensible à ce que je viens de dire, et je pense que n'importe qui peut l'être, vous avez la possibilité de nous proposer une autre rédaction. Et d'autant que sur certains des arguments qui ont été donnés, j'aurais volontiers sur le premier, où j'ai entendu ce que vous avez dit, ça corrobore un peu mes inquiétudes. Mais sur d'autres, vous avez dit qu'il y a une suspension d'autorité parentale qui pourrait concerner un mineur et qui pourrait lui être retournée 15 ans après, quand il serait lui-même parent. On peut, dans ce cas-là, j'entends, je suis perplexe, mais bon, je vois que vos services hochent la tête, donc j'imagine que c'est consensuel autour de vous. Dans ce cas-là, sous-amendons. Sous-amendons. Rajoutons majeur. Rajoutons majeur à celui auquel vous avez dit ça. Mais vous ne pouvez pas, à l'issue des 5 amendements que j'ai déposés, vous contenter de me répondre qu'on va laisser un père exercer son autorité parentale sur les frères et sœurs d'un enfant victime d'inceste. Vous savez, ça me rappelle exactement l'affaire Marina. Quand j'avais découvert que dans l'affaire Marina, le père continuait d'exercer l'autorité parentale depuis la prison sur les frères et sœurs de Marina. Ça avait quand même choqué beaucoup de gens. Eh bien, c'est la même histoire qui recommence, mais j'imagine que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on reviendra avec une PPL de je ne sais où qui dira « Ah, il y a peut-être un problème avec les frères et sœurs parce que le père a continué de les avoir en droit de visiter d'hébergement tous les week-ends, les frères et sœurs, et puis un jour, quand il est sorti de prison, il a pratiqué sur ses enfants des agressions sexuelles. » Alors, Madame Billon. Merci, Monsieur le Président. Non, je suppose. Pardon? Sur l'ensemble de ces 5 amendements. Oui, bien sûr. Puis comme j'ai le temps, a priori, je vous remercie. À chaque fois, Laurence bénéficie de faveur, en réalité, à la fois dans la DG et pour la présentation de ces amendements. Non, je sais, c'est une boutade. Par le règlement, n'ayez crainte. C'est une boutade. Donc, moi, je voulais dire que j'ai entendu la présentation de ces 5 amendements. J'ai compris que notre collègue Laurence Rossignol avait tout mis en œuvre pour tenter de trouver une rédaction opportune. Je ne comprends pas lorsqu'on évoque la proportionnalité, parce que pour moi, il n'y a pas de proportionnalité et on est là pour protéger les enfants. Donc la graduation de la proportionnalité pour les agresseurs, les agressions et les victimes, ça me dérange. Par contre, j'ai vraiment entendu le fait des effets de bord et ça, je l'entends évidemment. Donc moi, comme ma collègue Laurence Rossignol, je crois vraiment que ce qu'elle a exposé mérite toute notre attention et on doit réussir à trouver une rédaction ensemble pour pouvoir éviter les situations qui ont été décrites. Donc, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la rapporteure, vraiment, moi, je vous engage à essayer de trouver une solution parce que les cas qui ont été proposés et les situations auxquelles nous sommes confrontés, il n'y a jamais une seule agression. Tous les cas d'agression, il y a des récidives. Donc, bien entendu, il faut qu'on puisse outiller, mettre dans la loi les éléments qui vont permettre de bloquer ces agressions et ces récidives. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la sénatrice Rossignol, je vous ai fait part de ma circonspection, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas travailler ensemble sur ce que vous proposez. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous ai remercié de m'avoir remercié. Quand devant la délégation, on avait évoqué la prise en charge des enfants témoins pour ne plus qu'ils ne soient que témoins, mais qu'ils soient également considérés comme victimes. Je vous ai dit, je vais y aller, j'ai tenu parole. Sur la question de la non-représentation d'enfants, dans les situations que vous évoquiez tout à l'heure, il faut y aller avec prudence, parce que, évidemment, il y a des équilibres textuels, constitutionnels, conventionnels. Il y a également la présomption d'innocence, qui n'est pas un principe anecdotique.
Mais travaillons ensemble. Là aussi, moi je comprends le sens de ces amendements, évidemment. Mais c'est d'ailleurs pas une question de proportionnalité, là, madame la sénatrice Billon, mais si on évoque d'autres crimes, évidemment, on ouvre la porte à des crimes. Je vais dire quelque chose qui n'est pas choquant et qui n'est pas une provocation, mais certains criminels, je pense aux notaires, pardon de reprendre cet exemple, mais qui commettrait un faux en écriture publique, ça fait pas de lui un mauvais père. Ça fait de lui un criminel qui mérite une sanction. Mais voilà, le lien entre sa paternité, la façon dont il l'exerce et les infractions qu'il a pu commettre, quand même, tout le monde comprend cela. Donc moi, tout à fait d'accord pour que... oui, alors si je veux travailler avec vous et que vous ne m'écoutez pas, bon, alors on travaille ensemble et puis on essaie d'arranger ça. La navette, oui. On essaie d'arranger ça. Après, on va voir comment. On va voir ce qu'on va y mettre. On va peut-être enlever un ou pour mettre un et, et puis on va trouver quelque chose. Bon. Nous restons... Oui, Madame Meunier, pardon. Madame Meunier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je suis pleine d'espoir depuis le début de ce texte. Je me dis que votre attitude est engageante parce que vous avez envie, comme nous, d'avancer sur ces questions. Maintenant que l'émotion est passée, je pense, Madame la rapporteure, est-ce que vous pourriez nous dire tranquillement les raisons de votre refus? Parce que vous avez été très vite, c'est vrai, sûrement pas bien intérieurement avec des réflexions de collègues, mais voilà, j'aimerais vous entendre. Parce que autant je ne suis pas spécialiste de la légistique et les différences qui ont été pointées par le garde des Sceaux, je les entends et... Voilà, je voudrais progresser. Mais vous, Madame la rapporteure, je voudrais savoir qu'est-ce qui fondamentalement fait que vous pouvez refuser ce genre d'argument du point de vue de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. On est d'accord, hein, Madame la rapporteure, parce que très vite, dans ce débat, déjà, j'ai remarqué, on se détourne de l'intérêt de l'enfant pour parler de la situation du père incarcéré ou du père empêché, etc. Et donc là, non, il s'agit des droits de l'enfant et de son intérêt supérieur. Donc je voudrais vous comprendre, Madame la rapporteure. Ensuite, y a-t-il d'autres interventions, d'autres demandes d'explication de vote? Madame Rossignol, oui. Voilà, je vais retirer ces amendements. J'ai entendu la réponse du garde des Sceaux. J'espère donc, j'ai foi dans le fait que entre maintenant et la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, on va trouver le moyen d'une rédaction qui fasse que, premièrement, un père ne peut pas exercer l'autorité parentale sur les frères et sœurs d'un enfant sur lequel il a commis un inceste. On est d'accord? Dans la famille, voilà. Et même dans la famille, parce qu'il peut avoir commis un inceste sur un neveu ou sur une nièce. Et je porte à votre réflexion la question des hommes reconnus coupables d'agression sexuelle sur mineurs. Comment peuvent-ils exercer leur autorité parentale? Voilà. On a vu, je pense qu'on a tous lu, on a lu l'enquête du Monde il n'y a pas très longtemps. On l'a tous lu, hein. On a tous lu la dernière enquête du Monde sur les viols par streaming. Vous l'avez lu, Monsieur le garde des Sceaux? Et la dérive des pères qui d'abord regardent et après offrent leurs propres enfants. Donc on a un petit sujet quand même là. Donc c'est un retrait du 5, si j'ai bien compris. Entendu. Et il nous reste l'amendement 29 de Madame Harribey qui est présenté par Madame Le Houerou. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui est porté par Madame Harribey et notre groupe. Par cet amendement de repli, notre groupe renouvelle son souhait de voir l'article 1er intégré à l'article 378-2 du Code civil, la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite
et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné pour des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Nous vous rappelons que toute initiative législative visant à lutter contre les violences intrafamiliales et qui plus est à en protéger les enfants ne peut faire l'économie de dispositions liant les violences conjugales et une suspension de l'exercice de l'autorité parentale. L'avis de la commission, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, l'autorité parentale, vous avez bien compris qu'elle ne peut pas être disjointe de la protection de l'enfant. Ça va ensemble. Contrairement au dispositif proposé par les députés, la suspension provisoire de plein droit pourrait avoir lieu dès les poursuites ou la mise en examen en phase amont de la procédure pénale et pas seulement en cas de condamnation et quand l'enfant a assisté aux faits. Nous sommes tous d'accord que le fait que l'enfant assiste aux faits ne veut pas dire que quand il n'a pas assisté aux faits, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Françoise Dolto disait toujours, dans une famille, les premiers informés quand ça ne va pas, c'est le bébé et le chien. Donc, quand l'enfant n'assiste pas, il sait quand même, il sait très bien qu'il y a des choses graves qui se passent. Donc, je rappelle que la Commission a choisi de réserver la suspension provisoire de plein droit aux cas les plus graves, donc crimes et agressions sexuelles incestueuses sur l'enfant, au nom du principe de proportionnalité. Donc là, vous me parlez des ITT de plus de 8 jours. Je connais les ITT. Je les connais, j'en ai signé. Les ITT de plus de 8 jours, on n'en fait pas beaucoup. Et dans les cas des violences conjugales, est-ce qu'on signe des ITT quand c'est uniquement une violence qui est pour moi gravissime, qui est une violence psychologique? C'est pas dans l'ITT ça, on ne le voit pas. Donc pour moi, l'ITT de plus de 8 jours, ça ne peut pas être la condition sine qua non. Il faut aller bien au-delà, puisque la violence, elle entraîne des conséquences psychologiques extrêmement graves qui vont pas être notées dans cette fameuse ITT. Donc, nous l'avons souligné en commission, il ne paraît pas cohérent de ne pas inclure les violences volontaires aussi directement dirigées contre l'enfant. D'accord. Avis du gouvernement, monsieur. Défavorable, monsieur le président. Donc, je mets aux voix, sauf demande d'explication de vote de madame Meunier et de monsieur Plat. Moi, je voterai évidemment cet amendement, mais je voulais simplement dire à la rapporteure que je pensais comme vous que les ITT de 8 jours étaient exceptionnels. Sauf que hier, c'est le hasard du calendrier, je suis allée à la Fédération Solidarité Femmes de Loire-Atlantique et elles m'ont dit que non, ce n'était plus le cas. Les ITT supérieurs à 8 jours étaient davantage constater de fait des violences psychiques justement et de la prise en compte des violences psychiques avec les violences physiques. Enfin, les médecins aussi changent dans leur pratique. En tout cas, c'est ce qui est constaté. Voilà, c'était une information que je souhaitais faire partager avec vous, madame. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 29 qui a fait l'objet d'un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre? Pas d'abstention, il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er, qui n'a donc pas été amendé depuis le texte de la commission, qui est pour l'article 1er. Contre? Abstention, il est adopté. Sur l'article 2, nous commençons par 2 amendements en discussion commune. Le 13 bis rectifié de la présidente Rossignol qui a la parole. Cet amendement, d'une part, le retour à la rédaction initiale, mais le retour à la rédaction initiale plus l'extension à un autre enfant que celui sur lequel l'agression sexuelle incestueuse a été commise. Donc, je ne vais pas revenir avec les mêmes arguments que tout à l'heure. Je pense qu'on les a épuisés. Donc, monsieur le ministre garde des Sceaux a compris qu'avec l'autre amendement, il y a aussi celui-là par souci de cohérence. Et donc, il est retiré. Très bien. Madame Cohen, l'amendement 19. Oui, c'est un amendement identique, Monsieur le Président. Moi, je veux insister sur le fait qu'il est vraiment extrêmement important d'ajouter le délit d'atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l'autorité parentale.
On le sait, on le partage, je crois, les répercussions psychologiques sur l'enfant victime sont désastreuses et il n'est pas envisageable de penser que l'auteur d'un tel acte pourrait continuer à exercer son autorité parentale sur la victime. Donc nous devons garantir aux enfants un environnement familial sain, sans violence et sans violence sexuelle incestueuse qui brise la vie des enfants. La cicatrice qu'elle laisse est souvent indélébile. Nous devons donc les protéger de toute nouvelle violence sexuelle commise par un ascendant, afin que leur souffrance cesse et que tout simplement il n'y ait pas de place à la récidive ni à la gradation des violences. Je reviens sur des éléments qui ont été déjà donnés lors de notre discussion de l'article 1er, mais ça me semble quand même important parce que si j'ai le sentiment qu'on les partage sur tous les bancs, on a quand même après des interprétations qui sont diverses. Une seule violence sexuelle incestueuse, peu importe sa qualification, pour nous que ce soit crime ou délit, doit appeler le retrait total de l'autorité parentale. Et nous souhaitons également, contrairement aux modifications apportées par Madame la rapporteure, qu'il y ait une véritable automaticité de ce retrait de l'autorité parentale et pas seulement une obligation. Donc je reviens un peu sur les choses. On dit que la répétition est pédagogique, donc peut-être que ça va porter ses fruits. L'avis de la commission sur cet amendement 19, Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, en l'état du texte actuel de la commission, ce délit d'atteinte sexuelle incestueuse correspondrait à une situation dans laquelle la juridiction pénale serait obligée de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale sans que le principe soit un retrait total, ce qui semble proportionné à l'infraction concernée. Donc, c'est un avis défavorable. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement 19. Je propose, Madame la sénatrice, un retrait au profit d'un amendement qui va venir, qui porte le numéro 46, qui me paraît rédigé de façon plus adéquate. Comme par hasard, je ne sais pas. Mais le hasard, parfois, fait bien les choses. Hein.